أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي به من علم إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. Le cheikh Hadj el-Mehdi est né le 26 février 1928 à Mostaganem en Algérie. Il est le fils du cheikh Hadj Adda ben Tounes et de sa femme, Lalla Khayra ben Aliwa, nièce et fille adoptive du cheikh el-Alawi, fondateur de la voie soufie alawiya. Quand le cheikh el-Alawi a marié sa fille au cheikh Hadj Adda, il espérait de ce mariage un enfant qui soit le continuateur de sa lignée spirituelle. La naissance de l'enfant a été une réjouissance pour tous. Le cheikh el-Alawi avait organisé une très grande fête à cette occasion, à laquelle beaucoup de gens étaient invités. Dès cet instant, le cheikh el-Alawi allait commencer à donner au jeune enfant une éducation spécifique. Le jeune el-Mehdi était vif. Il avait un regard et un sourire très particuliers qui lui donnaient un certain charisme naturel. Cette dimension charismatique a été perçue très tôt par le cheikh el-Alawi, qui n'avait fait que la cultiver et l'épanouir chez l'enfant. C'est ainsi que l'âme du jeune el-Mehdi a été profondément marquée par l'espoir qu'avait placé en lui le cheikh el-Alawi. Le cheikh el-Alawi fit appel à un faqir, le taleb Sidi Abdeslam, venu spécialement du Maroc à Mostaganem pour enseigner le Coran aux jeunes enfants. Une espèce de pacte s'était établi entre le cheikh el-Alawi et Sidi Abdeslam. Le premier prenait en charge les besoins tant spirituels que temporels du second, et ce dernier se chargeait uniquement d'enseigner le Coran aux jeunes enfants. Cet apprentissage avait lieu dans la Zawiya, c'est-à-dire qu'elle concernait de nombreux enfants, enfants du quartier, enfants de Foqara ou de non-Foqara. En raison de l'accord entre le cheikh el-Alawi et Sidi Abdeslam, ce dernier s'occupait beaucoup plus du jeune el-Mehdi, qui avait commencé son apprentissage à 4 ans et auquel il consacrait beaucoup plus de temps. Les autres enfants avaient plus de liberté, plus de vacances, alors que le jeune el-Mehdi était constamment en train d'étudier. On raconte que le cheikh el-Alawi aurait formulé la prière suivante, que Dieu lui accorde une vie suffisamment longue afin qu'il puisse prier derrière le jeune homme en sa qualité d'imam.
ce qui se réalisa en quelque sorte en 1934 pendant le mois de Ramadan. Le futur Cheikh el-Mehdi, alors âgé de 6 ans, fut invité à diriger la prière de Tarawih et à réciter le Coran devant le Cheikh el-Alawi et tous les fuqara présents. Cet événement allait inscrire profondément dans la conscience de tous l'ambition que le Cheikh el-Alawi avait placée dans le jeune el-Mehdi et l'espoir qu'il portait en lui afin qu'il perpétue la lignée spirituelle de la voie alawiya. Le jeune el-Mahdi terminera l'apprentissage complet du Coran à l'âge de 11 ans. Malheureusement, le Cheikh el-Alawi n'était plus de ce monde à ce moment-là, mais la symbolique de la récitation du Coran et de la direction de la prière avait fixé la vocation du futur cheikh. Son père, le cheikh Hajj Abda, lui permit d'effectuer le pèlerinage avec lui comme récompense pour la mémorisation des 60 chapitres du Coran. Ce fut en 1939, alors âgé de 11 ans, qu'il effectua son premier pèlerinage au lieu saint de l'islam, la Mecque et Médine. Il y a du reste un document audiovisuel qui le montre sur le bateau le transportant vers l'Arabie. Je vous propose de le visionner. En grandissant, le jeune el-Mehdi ne s'intéressait pas uniquement qu'à la spiritualité et ses vertus, il se passionnait pour tout ce qui l'entoure. Il lisait beaucoup et se tenait informé de l'actualité. D'esprit sportif, il pratiquait le cyclisme, la moto, l'équitation, le football ainsi que la natation. Il participait à une association qui se vouait à la pratique du tromblon, genre de fusil à poudre en usage lors des festivités, notamment à l'occasion du Mawlid Nabawi. Il se consacrait à tout ce qui concerne l'automobile, tant la mécanique que la conduite. Il ambitionnait la profession future de pilote automobile. Il adhéra au mouvement des scouts musulmans algériens et il sympathisa avec les jeunes du mouvement nationaliste, le PPA, Parti du peuple algérien. Il devint un jeune homme dynamique et infatigable. Les dernières années du cheikh Hajj Abda, il fait office de chauffeur pour son père et il l'accompagne dans tous ses déplacements, ses siyahat, ses rencontres à travers tout le pays et l'étranger. Ainsi, il l'accompagne plusieurs fois au Maroc, en Kabylie ou dans l'Est algérien. Au contact permanent de son père, en fait, il fait un apprentissage quotidien. Lui, le passionné et l'exupérant que son père tempère avec douceur et sagesse, sans jamais le brusquer ou le contrer ouvertement. Le cheikh Hajj Abda ne s'opposait jamais aux positions de son fils, mais le guidait vers la bonne attitude par des indications et non des ordres, avec subtilité et tempérance. Il le préparait ainsi à assumer le destin qui l'attendait, tout en excusant sa fougue et son impatience. Après le décès du cheikh Hajj Abda en juillet 1952, la communauté, d'un avis unanime, consacre le jeune el-Mehdi à la direction de la tariqa. C'est dans la soirée du 11 août 1952 que le nouveau cheikh Hajj el-Mehdi prend la parole pour la première fois. Je vais vous citer une partie de son intervention. Je viens d'accepter une lourde charge, celle de diriger la Zawiya. À 24 ans, je suis encore jeune pour assumer une pareille responsabilité. Mais, par la volonté de Dieu et du défunt cheikh Hajj Abda, ainsi qu'avec votre aide, je ferai en sorte d'agir pour le mieux, afin de réussir. Le cheikh Hajj Abda m'a toujours recommandé de faire du bien,
Dans ce monde, rien n'est éternel. C'est pourquoi il faut éviter de faire du mal à son prochain. Dieu est partout. Il nous regarde. Comme dit le verset du Coran, il sait ce qui se passe sur la terre comme sur la mer. Je pars avec la certitude de faire du bien et de suivre l'exemple de mon père dans la voie de la religion tracée par le noble prophète. Garder la foi en Dieu face à l'adversité et faire le bien autour de soi, ce seront ce qui caractérisera le mieux toute la vie future du Cheikh Hadj el-Mehdi. En cela, il restera strictement conforme aux recommandations des nombreuses injonctions coraniques qui appellent ceux qui ont la foi et qui font le bien. Alladina amanu wa amilu salihat. Il existe un petit film conservé à l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel, qui nous montre quelques séquences de cette investiture. Je vous propose de le regarder. ركبت بحرا من الدموع ركبت بحرا من الدموع سفينه جسمي النحيل Le Cheikh Hadj el-Mehdi a su développer une pédagogie particulière en vue de dispenser son enseignement spirituel et tout particulièrement son commentaire du texte coranique. En s'affranchissant des abstractions métaphysiques trop souvent utilisées par les commentateurs du passé et à contre-pied de la rigidité formelle des ulamas fondamentalistes, il savait manier une approche allusive qui touchait plus directement le public au cœur, en l'interpellant subtilement. En présence d'auditeurs divers, aux intelligences et aux constructions mentales et psychologiques différentes, il usait de symboles souvent puisés dans l'univers quotidien de ses interlocuteurs et avec lesquels chacun pouvait s'y retrouver. Cette approche directe et personnelle faisait naître en chacun une étincelle de conscience que le cheikh savait ensuite faire rayonner en eux. Au dire de celles et ceux qui en ont témoigné, il avait le génie de faire vivre puissamment les versets du Coran et non de les maintenir en lettres mortes du passé. Merci Rachid. Alors, bonsoir. Je vais vous évoquer donc dans cette deuxième partie les caractéristiques du Cheikh Ahmadi concernant donc la notion donc de maître bâtisseur ou tout le côté social de sa vie. Alors, on peut qualifier le Cheikh Ahmadi de maître bâtisseur de façon assez aisée. Cette notion, elle se décline en deux aspects. Bâtisseur d'édifices d'une part, donc pour tout ce qui est matériel, et d'autre part entre les sociétés ou entre les hommes. Pour commencer, dès son investiture, le Cheikh Hadj el-Mehdi a cherché à développer les zaouïas existantes. Et il est à l'origine donc de l'ouverture de nombreux autres, que ce soit en Algérie ou à l'étranger. En Algérie, il se penche sur la zaouïa donc de Mostaganem, qui connaît donc de nombreuses transformations. Il fait aménager donc par exemple un bain-mort sous la zaouïa mère en 1958-1959 et il en rénove l'intérieur en 1961. Il lance également donc la construction de la zaouïa de la Casbah d'Alger en 1958 et il bâtit également une zaouïa à Shlaga, donc, qui sera elle-même accompagnée donc, de la construction d'une mosquée et d'une école. Ses voyages en Europe, notamment celui de 1954, donc, sur lequel Rachid interviendra un peu plus en longueur, est l'occasion pour le cheikh d'ouvrir donc de nouvelles zaouïas. En tant que savant, subtil lecteur et exégète du Coran,
il s'implique énormément donc, dans la construction de nombreuses mosquées, quelque chose qui lui tient fortement à cœur. Il achève donc la construction de la mosquée du Cheikh al-Alawi, où il participe activement et physiquement aux travaux. Il inaugure donc la mosquée en 1967 avec un grand ihtifal où seront présents de nombreux oulémas lors de la réunion spirituelle. On peut penser au Cheikh al-Bouzidi ou au Cheikh Mohamed Ben Tapo. Dans la même année, il inaugure la grande mosquée de Tijdit en 1967. Un an auparavant, donc en 1966, il construit la mosquée de Mehafed à Rilizan, qui se trouve elle-même donc à proximité d'une des plus anciennes zawiyas de la tariqa alawiya, datant donc de l'époque du Cheikh al-Alawi. Une de ses réalisations majeures demeure la fondation de l'Institut coranique et d'université traditionnelle à Tijdit, qui se calque sur le plan d'une école moderne avec réfectoire et salle de classe. S'impliquant dans la société, il veille à enrichir le patrimoine de la ville en œuvrant pour la population ou d'autres confréries soufis. C'est-à-dire qu'il s'ouvre et sort de la confrérie pour s'investir donc dans la ville. Et dans cet esprit, il participe à la construction de la Zawiya Qadiliya de Sidi Qaddoul à Mostaganem et il va même jusqu'à s'opposer à la destruction d'une église de Mostaganem qui devait laisser place à une Mostaganem. Conservez-la, transformez-la en centre culturel, par exemple. Moi, je vous fais les travaux d'une nouvelle mosquée, dira-t-il. Alors, on l'a évoqué, donc maître bâtisseur, mais on l'a dit, entre les sociétés et les hommes. Donc, il va s'évertuer à construire des ponts tout au long donc, de sa vie. Et durant ces années où il fut maître de la voie alaouia, il s'est efforcé de bâtir des ponts donc, entre les sociétés et les hommes. Alors, le Cheikh al-Ahmadi insiste sur la fraternité qui unit la famille humaine. Il incarne donc le rôle de médiateur lorsque le besoin se fait ressentir et invite au dialogue lorsque c'est nécessaire. Par exemple, donc, il encourage la coopération, qui est illustrée par la demande qu'il formule à ses disciples européens d'apporter leur savoir et leur technologie à leurs frères du Sud en échange donc, de l'hospitalité, de la fraternité, de la spiritualité partagée. Alors, ces voyages, notamment celui de 1954, est l'occasion de renforcer les liens entre les disciples qui vivent en Europe et la Zawiya mère, ce qui permet donc ainsi de consolider le pont déjà bâti par ses prédécesseurs entre l'Algérie et l'Europe. Merci Khalid d'avoir assuré la transition et de me faciliter la présentation du voyage du Cheikh Hadj el-Mehdi en 1954 en Europe. Donc le Cheikh Hadj el-Mehdi entreprend l'été 1954 son premier grand voyage en Europe. Il est accompagné de Foqara, Hadj Salah ben Dimrad de Rolizan, Hadj Bouzid ben Ali de Mascara et Hadj Mohamed Saïd Artebas de Sétif. Il est d'abord accueilli chaleureusement à Paris par de nombreux disciples. Hadj Mohamed Saïd Artebas raconte: les chants de Sama qui emplissaient l'air de Paris attiraient l'attention des passants. Le Cheikh reste 6 jours à Paris, durant lesquels il multiplie les rencontres avec des Européens et des personnalités maghrébines et égyptiennes. Les anciens disciples du Cheikh Hadjadda renouvellent leur attachement, tandis que de nouveaux disciples prennent et que des Européens embrassent l'islam. Au cours de son séjour, il visite la grande mosquée de Paris, y accomplit la prière du vendredi, demande aux Foqara de chanter du Sama, et il commente le verset 105 de la sourate 4 du Coran, la sourate An-Nisa, la sourate des femmes. Inna anzalna ilaika al-kitaba bil-haqqi li tahkuma baina an-nas bima araka'a Allah. Donc voici une proposition de traduction. Certes, jusqu'à toi, nous avons fait descendre le livre par la vérité pour que tu juges entre les humains selon ce qu'Allah t'a fait voir. Je vous laisse le soin de méditer ce verset. Il rencontre à Paris le célèbre islamologue Louis Massignon, auprès de qui il manifeste son inquiétude de voir les pouvoirs publics poursuivre une politique coloniale d'injustice et de mépris à l'encontre du peuple algérien. Massignon lui fit rencontrer des parlementaires auprès de qui le cheikh réitéra les mêmes craintes et les informa que si la situation n'était pas prise en compte urgemment, cela puisse se traduire par une catastrophe encore plus dramatique pour tous. Nous étions alors à quelques semaines de ce que l'histoire appellera le temps des fils de la Toussaint, de celui que l'on n'osera pas encore appeler celui de la guerre d'Algérie,
et qui aboutira, après presque 8 ans de terreur et au prix du sang versé, plusieurs centaines de milliers de morts, à l'inéluctable indépendance de l'Algérie. Mais revenons au voyage du Cheikh. Il se rend ensuite à Morée dans le Jura. Il est reçu entre autres par le Muqaddam, Hajj Mohamed Akil Salhi, ainsi que par des disciples suisses, Abdallah Nigli et Abdelrahman Girardet. Il rencontre plusieurs travailleurs immigrés musulmans qui prennent tous leur attachement avec lui. Des personnalités viennent à la rencontre du Cheikh, notamment les écrivains Fridtjof Schön et Titus Burckhardt. Invité par M. Schneider, directeur de la revue Synthèse universelle, et son épouse, le Cheikh se rend à Genève le 28 juillet. Des personnalités de la ville et des journalistes de la presse et de la radio le rencontrent au cours d'une conférence. Une personne présente témoigne. Je lus l'intervention du Cheikh que j'avais traduite en français. Les visages du public s'épanouirent. Puis les présents posèrent sur différents sujets plusieurs questions au Cheikh. Ces réponses suscitèrent un vif intérêt de leur part pour la religion musulmane. Quelques jours plus tard, 2 femmes suisses et leurs époux embrassèrent l'islam. Le 1er août, le Cheikh Hajj el-Mehdi poursuit son voyage vers la Grande-Bretagne où résident de nombreux disciples yéménites et somaliens. Premier cheikh à fouler le sol anglais, il se rend à Cardiff, Newport, Bury, Birmingham, South Shields, Liverpool et Londres. À Cardiff, la rencontre a lieu à la Zawiya Alawiya où plusieurs disciples renouvellent leur attachement. Il inaugure une mosquée à Newport où il est accueilli chaleureusement par les musulmans de la ville. À Bari, toutes les personnes présentes prennent leur attachement avec le cheikh. Le 4 août, il arrive à Birmingham. À notre arrivée, nous trouvâmes un nombre impressionnant de frères qui nous attendaient, raconte Hajj Mohamed Saïd. Nous nous dirigeâmes vers la Zawiya en chantant un poème du Cheikh al-Adawi annonçant la bonne nouvelle. Plus d'une quarantaine de personnes prirent leur attachement. L'Aïd el-Kébir tombe pendant le passage du Cheikh et il dirige la prière à cette occasion. À South Shields, après une réunion spirituelle, un journaliste de la BBC lui demande si les musulmans sont attirés par le communisme et si leur religion leur permet. Il répond « Les musulmans ont une religion qui leur a enseigné les lois et traditions dont ils ont besoin dans leur vie religieuse et sociale. Et ils ne souhaitent rien de plus. Mais à notre époque, nous voyons les musulmans d'Asie et d'Afrique dans une extrême agitation pour obtenir leur indépendance, comme les Européens et les autres nations avant eux. S'ils trouvent donc des gens pour les aider et parvenir à ce but sans contrepartie sociale ou religieuse, ils n'hésiteront pas à accepter leur soutien. À Liverpool et Londres, l'accueil est aussi chaleureux que dans les autres villes. La première siyaha du Cheikh Hajj el-Mehdi en Europe s'achève le 15 août 1954. Ce voyage important illustre admirablement toute l'attention et l'amour que le Cheikh Hajj el-Mehdi allait porter à l'Europe afin de renforcer les liens à la fois entre le monde de l'islam et l'Occident, mais aussi avec celles et ceux des adeptes de la voie qui avaient choisi l'exil économique vers l'Europe. Alors, donc, ces voyages donc, du Cheikh Ahmed ont aussi comme objectif de réduire donc, les fossés qui se sont creusés, notamment donc, entre l'Occident et l'islam. Et le voyage de 1954, que Rachid nous a formidablement bien explicité, est un formidable exemple à ce niveau-là. Alors, il entreprend d'autres voyages. On peut citer notamment celui qu'il fait en Orient en 1967, malheureusement. Pour des raisons politiques et militaires, il n'arrive pas à atteindre donc, ses objectifs initiaux, notamment celui d'aller voir ses disciples au Moyen-Orient et de renforcer les liens avec eux, en raison de l'éclatement donc, de la guerre des 6 jours. Alors, pendant la période de la guerre d'indépendance, donc qui s'étale de 1954 à 1962, le Cheikh Ahmed joue un rôle essentiel donc, dans les activités humanitaires de la confrérie. Alors, la Zawiya devient un centre d'accueil pour les réfugiés et devient une antenne de la Croix-Rouge où Français et Algériens sont soignés sans distinction. Donc, un point extrêmement important. Il multiplie les allers-retours entre Alger et Mostaganem dans un seul objectif, celui de maintenir les liens entre les responsables du FLN
d'un côté, et le maire de la capitale, Jean Chevalier, d'autre part. À cette occasion, il devient un excellent médiateur entre Pieds Noirs et Algériens, notamment lors des moments de tension, allant jusqu'à plaider la cause d'Européens qui sont originaires de la ville de Mostaganem, parfois des gens qu'il connaissait très bien, auprès du FLN pour leur sauver la vie. Toujours dans cette perspective, il n'hésite pas à œuvrer en coulisses auprès des instances dirigeantes en essayant de créer un espace de dialogue et d'échange. On peut citer un exemple assez important à ce niveau-là, celui de la rencontre avec le général de Gaulle et Omar Ben Salah, donc, qui est un fervent nationaliste du FLN en juin 1958, juste avant que le général fasse son discours au balcon de l'hôtel de ville de Mostaganem. Dans les années post-indépendance, il milite pour une réconciliation nationale et donc va chercher à multiplier les actions en ce sens. En 1964, son intervention permet d'aboutir à la réconciliation entre l'association des Ulama d'Oran et les Zaouïas. Ses prêches et ses sermons sont l'occasion d'appeler à une conciliation entre spiritualité et temporalité, entre tradition et modernité. Il souhaite avant tout que son pays soit enraciné dans sa culture millénaire, tout en étant ouvert au monde par le dialogue et l'échange dans la voie de la paix. Son engagement dans la société va au-delà de ce rôle de médiateur. Il entreprend énormément d'actions sociales et se met au service des autres. Donc, on ne peut pas parler de la vie du Cheikh Al-Ahmadi sans évoquer ses actions à destination donc, de la population et de tous ceux qui l'entouraient dans de nombreux domaines. Alors, sans vouloir faire une liste exhaustive de tout ce qu'il a pu entreprendre, on peut catégoriser donc, ces actions et évoquer dans un premier temps l'agriculture et la pêche. Vous voyez, donc des choses qui peuvent paraître assez basiques. Alors, l'agriculture prend une place importante dans la vie du Cheikh Hadj Al-Mahdi. Il insiste énormément dans ses discours, notamment sur la préservation de la terre nourricière, une terre qu'il aime profondément. La destruction de la nature, pour lui, est le plus grave des péchés, un point sur lequel il insiste à plusieurs reprises. Alors, en ce sens, il mène plusieurs actions. On peut citer quelques exemples. En 1956, il est parmi les premiers à introduire en Algérie des vaches à lait originaires de Suisse et des Pays-Bas. Son objectif est de les faire croiser avec le bœuf algérien. Alors, il réalise les premiers croisements en 1957 avec l'aide d'un pied noir, M. Bonfils. Et toujours dans cette perspective, il fait venir également d'Australie des brebis pour effectuer d'autres croisements. Ces deux opérations, à la fois au niveau des vaches à lait et des brebis, se révèlent être de véritables succès. Toujours donc, dans ce domaine, le Cheikh rachète 6 hectares de terres agricoles qu'il annexe donc à la vallée des Jardins, d'Ebdeba, et qu'il parvient rapidement à transformer en petit paradis. On y trouve donc des animaux, des arbres fruitiers, des jardins de plantation, etc. En 1970, dans un contexte particulier, un contexte de réquisition des biens de la confrérie, il loue à Fornaca, auprès du service des biens vacants, des terres marécageuses, autrement dit des terres très difficiles à labourer, qu'il arrive à rendre productives grâce à des expériences inédites, à la fois avec des nouvelles semences et des nouvelles techniques de drainage. Le résultat est au rendez-vous, les récoltes sont très abondantes, des récoltes d'ailleurs qui va le distribuer en grande partie aux pauvres. Donc on retrouve ici la dimension sociale des actions du Cheikh Al-Ahmadi. Après une discussion avec un pêcheur, le Cheikh Hadj Al-Mahdi était un grand amateur de la mer, donc il fait venir d'Europe des filets de pêche beaucoup plus performants pour développer ce domaine. Alors, dans un deuxième temps, on peut évoquer les inventions, ou en tout cas les innovations qu'il a mis au service de la population de la ville de Mostaganem.
Alors, le Cheikh Hadj al-Mahdi révolutionne, on peut le dire clairement, son temps par des idées totalement novatrices, des idées pour certaines qu'on qualifierait aujourd'hui d'écologistes. Alors, il invente la première couveuse à Mostaganem, qui provoque chez les colons européens des réactions très mitigées. Il crée même une presse à déchets pour compacter les déchets de la Zaouïa. Alors, il ira même plus loin, puisqu'il va créer un terreau à partir du mou du raisin, ajouté à la pellicule de riz, et le tout mélangé aux déchets ménagers du marché au gros. Donc, quelque chose qu'on qualifierait effectivement d'écologiste aujourd'hui, et on peut qualifier nous-mêmes le Cheikh Hadj al-Mahdi d'écologiste avant l'heure. Dans la ville de Mostaganem, il décide de créer une biscuiterie. C'est même une des premières biscuiteries modernes d'Algérie qu'il implante à côté de la Zaouïa de Mostaganem et qu'il baptise Jemsa, donc la biscuiterie Jemsa. En 1963-1964, l'Algérie fait face à une pénurie d'eau et il fait creuser un puits et veille personnellement à la distribution de l'eau à toute la population de Mostaganem. Et donc, sur une photographie, on peut voir effectivement le Cheikh Hadj al-Mahdi s'impliquer lui-même pour garantir un accès à l'eau au maximum de personnes. Dans un troisième temps, on peut évoquer une partie de ses actions sociales et solidaires. Et le Cheikh Hadj al-Mahdi avait l'habitude de répéter « servir l'humanité, c'est servir Dieu ». Alors, ces actions solidaires et sociales sont là pour attester qu'il vivait pleinement cette sentence. Alors, toujours dans l'idée de citer quelques exemples pour illustrer cette dimension, il aide matériellement et moralement les pauvres, il est au service des plus démunis, il aide également les familles des Djono, donc ceux partis au maquis, ou ceux qui sont détenus en prison et en camp d'internement. On a évoqué l'installation d'une antenne de la Croix-Rouge dans la Zaouïa durant les années difficiles donc, de la guerre d'indépendance. Il aménage par la suite donc, un dispensaire dans une petite mosquée, place Ouika, où officie le docteur Seydan. Alors, dans des conditions assez rudimentaires, mais l'objectif est là, venir en aide à la population. Il crée des réseaux de solidarité, il envoie des mandats aux familles démunies, qui d'ailleurs, il est important de le préciser, n'apprendront l'origine de l'argent qu'à la mort du Cheikh Hadj al-Mahdi. Donc un homme dévoué, un homme au service des autres, mais avec une humilité sans égale. Il met en place donc un service de réflexion pour organiser l'administration de la ville après le départ des colons, au moment où effectivement l'indépendance se rapproche, avec l'idée de faire en sorte que les habitants ne se retrouvent pas sans service, sans administration, et pour faciliter la transition. En 1963, il fait venir en Algérie un financier hollandais converti à l'islam et un architecte suisse, Abdelrahman Girardet, qui est devenu un de ses disciples, pour proposer au gouvernement de résoudre le problème du logement en raison de quelque chose qu'il a constaté, qui est le développement de bidonvilles dans le pays. En 1967, donc c'est une année qui est marquée par de nombreux événements culturels, toujours donc au service de la population. Il inaugure une grande procession annuelle à l'occasion du Maoulid Nabawi. Alors c'est un exemple intéressant parce que son objectif est d'associer l'ensemble de la population à cet événement. Et enfin, voulant accorder une place plus importante aux jeunes, il crée la jeunesse islamique alaouia pour prendre en charge l'éducation morale des jeunes, pour les préparer aux mutations de la société.